L'épisode s'ouvre sur une scène calme et douce dans un parc, où Mert rejoint Euiku, installé seul sur un banc. Il s'excuse immédiatement pour son retard, visiblement mal à l'aise, et cherche à comprendre ce qu'elle fait là, seule. D'une voix posée mais teintée d'amertume, Euiku lui explique qu'elle est à la recherche d'un nouveau travail. Elle ajoute, avec une sincérité désarmante, que continuer à travailler dans la même entreprise que lui n'a plus de sens à ses yeux. Elle lui reproche de ne pas être capable d'assumer leur relation, ni de la défendre lorsque des injustices sont commises à son égard. Ses paroles sont dures mais justes, empreintes de désillusion. Mert, pris au dépourvu, tente de la convaincre d'être patiente. Il lui promet de parler à sa mère, sous-entendant que celle-ci représente un obstacle dans leur histoire. Alors qu'ils discutent encore, son téléphone sonne. C'est justement sa mère qui l'appelle. Euiku le pousse à répondre et lui demande avec fermeté de lui dire qu'il est avec elle. Mais Mert hésite. Il décroche l'appel, la voix de sa mère résonne à l'autre bout. Et au lieu d'assumer sa présence auprès d'Euiku, il répond qu'il est avec une amie et qu'il sera bientôt de retour. La déception se lit aussitôt dans le regard d'Euiku. Elle se lève, meurtrie, et s'apprête à partir. Mais Mert tente de la retenir. En vain. Pendant ce temps, dans une toute autre ambiance, la famille Kojabe est réunie autour de la table pour le déjeuner. Le repas est interrompu par une annonce solennelle d'Arsu. Elle rappelle à tous que l'anniversaire de la mort de Mustapha approche. Elle souhaite que toute la famille soit présente pour honorer sa mémoire. Un silence pesant s'installe un court instant, rapidement rompu par Yalcin qui, à travers la fenêtre, aperçoit une épaisse fumée s'échappant du jardin. Il alerte aussitôt tout le monde. En courant dehors, les membres de la famille découvrent un début d'incendie, causé par un feu mal maîtrisé. La tension monte. Leila, prise de panique, s'évanouit brutalement. Inconsciente, elle entend, comme dans un rêve lointain, des cris appelant Mustapha. Ces échos du passé la hantent. Kojabe, furieux, demande des explications. Suzanne lui répond que le feu a été déclenché par le nouveau jardinier, chargé de brûler les déchets verts du jardin après le nettoyage. Sans chercher plus loin, Kojabe ordonne son renvoi immédiat. Une décision autoritaire qui ne souffre d'aucune contestation. Quelques minutes plus tard, Leila reprend conscience. Malgré son trouble évident, elle assure à sa famille qu'elle va bien. Elle tente de minimiser l'incident, mais ses traits trahissent encore une forte émotion. Ailleurs, Aysel, affairée dans son atelier de couture, reçoit un appel d'une cliente impatiente qui s'inquiète pour sa robe de mariée. Aysel la rassure avec douceur. La robe sera terminée dans 1 ou 2 jours. Après avoir raccroché, Euiku, pleine de bonne volonté, lui propose son aide. Mais Aysel décline poliment. Denise, présente également, fait la même offre, mais reçoit la même réponse. Aysel, toujours bienveillante, leur suggère d'aller se reposer dans leur chambre pendant qu'elle termine ce qu'elle a à faire avant le déjeuner. Un peu plus tard, Shefki arrive à la maison. Son épouse l'accueille et, chose inhabituelle, lui demande un peu d'argent. Étonnée, il lui fait remarquer qu'elle ne demande presque jamais d'argent et s'inquiète. Elle finit par lui avouer qu'elle a accidentellement abîmé le tissu d'une cliente et qu'elle souhaite le remplacer. Lorsqu'il lui demande le prix du tissu, il tombe des nues. Le montant est élevé, bien trop pour sa situation actuelle. Il lui confie que les affaires vont mal au café et qu'il ne peut pas se permettre une telle dépense, même s'il le voulait. La gêne est palpable. Pendant ce temps, Denise discute avec Selma et lui demande si elle connaît un certain Tourgu. Selma lui répond par l'affirmative, ajoutant que sa mère a entendu une rumeur inquiétante à son sujet. Denise, pressée, préfère ne pas s'attarder sur le sujet. Elle risque d'être en retard et elle suggère qu'elles en parlent une autre fois. Chez les Kojabe, l'ambiance semble s'être calmée. Kojabe félicite Arsu pour tout ce qu'elle fait pour maintenir l'unité familiale. Sadik arrive peu après et Kojabe le fait entrer dans son bureau privé pour une conversation confidentielle. Leila part au travail. Restée seule avec son mari, Arsu lui confie que Leila est une femme très jalouse et que sa présence la dérange. Au studio photo, Denise tombe sur des clichés d'elle prises à son insu. Elle comprend rapidement qu'il s'agit de photos capturées par Ginard le jour même de leur première rencontre. Choquée mais curieuse, elle le confronte. Ginard avoue tout, s'excuse de ne pas lui avoir demandé son accord, puis ils regardent ensemble les images. Un moment inattendu de complicité naît entre eux. Leurs regards se croisent, ils échangent un sourire timide, puis un silence empli de sous-entendus s'installe entre eux. De son côté, Aysel partage un moment avec son amie Aïri autour d'un thé réconfortant. Touchée par les difficultés financières d'Aysel, Aïri lui tend un peu d'argent pour l'aider à racheter le tissu endommagé. Aysel refuse d'abord par fierté, mais Aïri insiste avec tendresse. Elles sont amies et c'est normal de s'épauler.
Finalement, Aysel accepte, les yeux brillants de gratitude. Dans l'ombre, les affaires sérieuses reprennent. Sadiq fournit à Kodjabé des informations sensibles concernant Tekin. Ce dernier, depuis la prison, aurait élargi son réseau de contacts, ce qui laisse présager de futurs ennuis. Kodjabé, prudent, juge qu'il vaut mieux garder Tekin à portée, plutôt que de le perdre de vue. Il demande également des nouvelles de Mahmoud. Sadiq explique que Mahmoud a été condamné pour trafic d'êtres humains 2 ans plus tôt et ajoute qu'il semblerait qu'il prépare quelque chose d'important sans en avoir informé Tekin. Kodjabé ordonne alors à Sadiq de garder un œil très attentif sur ces 2 hommes. La menace est peut-être plus proche qu'on ne le pense. Pendant ce temps, Zeki rend visite à Suzanne et lui remet une enveloppe contenant une photo dessinée. Elle l'invite à entrer prendre un thé, puis va porter la photo à Arsu. À la vue du contenu de l'enveloppe, Arsu est stupéfaite. Elle reconnaît immédiatement l'image. Ses mains tremblent, ses souvenirs affluent. Elle se rappelle cette rencontre houleuse avec sa sœur Aysel, qui lui avait reparlé de l'enfant qu'elle avait abandonné. Ce jour-là, Arsu avait répondu froidement qu'elle avait fait des sacrifices pour en arriver là où elle est aujourd'hui, et que Denise, lorsqu'elle serait grande, serait libre de faire ses propres choix. Elle s'était détachée, sans un regard en arrière. Sous le choc, Arsu laisse tomber la photo au sol. C'est la même que Denise avait offerte à sa mère dans un cadre, en hommage à leur tante qu'elle croit morte. Alertée par le bruit, Kodjabé accourt pour vérifier si tout va bien. Arsu le repousse doucement, lui interdit de regarder la photo et appelle Suzanne pour nettoyer les débris. Elle ramasse ensuite discrètement l'image et demande à Suzanne qui l'a apportée. En apprenant que c'est Zeki, elle se précipite pour le blâmer, puis retourne dans sa chambre, visiblement bouleversée. Là, elle contemple longuement la photo, les yeux embués de larmes, se replongeant dans ce passé douloureux, où sa sœur la jugeait sévèrement pour avoir renié sa propre fille. Elle se souvient aussi avoir proposé une aide financière à Aysel, qu'il avait catégoriquement refusée, refusant toute forme de pitié. Submergée par l'émotion, Arsu serre la photo dans sa main jusqu'à la froisser entièrement. Dans les rues du quartier, des hommes discutent à voix basse de Turgut, le décrivant comme un homme dangereux, presque démoniaque. Leurs paroles sombres flottent dans l'air. Aysel, qui passe par là, les entend. Elle s'arrête, interdite, le visage figé, comme si ces mots faisaient ressurgir de vieux souvenirs ou de lourds soupçons. Ce soir-là, tandis que le soleil décline lentement sur les toits d'Istanbul, Şevki est assis dans un café discret avec Turgut, l'air préoccupé. Les 2 hommes parlent à voix basse, comme s'ils craignaient d'être épiés. Şevki évoque l'énorme dette qu'il a contractée, ses yeux remplis d'angoisse, mais Turgut, imperturbable et sûr de lui intime de ne pas s'en faire. Il le rassure d'un ton presque paternel, lui promettant que tout va s'arranger. Mais dans l'ombre, Aysel les observe à distance, dissimulés derrière une voiture. En les voyant ensemble, sa colère monte en flèche. Ses poings se serrent. Elle murmure entre ses dents « On en parlera ce soir ». Sa détermination est claire. Elle ne laissera pas cette histoire passer. Pendant ce temps, au studio, Zeki se plaint à Denise d'avoir été mal reçue chez les Kodjabé après avoir livré la photo dessinée. Denise, un peu gênée, lui explique que c'est normal puisqu'il s'agissait de sa propre photo, offerte à sa mère, mais sans en avertir qui que ce soit. Elle lui promet néanmoins de lui parler plus tard de ce qui s'est vraiment passé. De son côté, Tekin, l'air satisfait, reçoit un paquet contenant une contrefaçon de montre de luxe. Il sourit en contemplant l'objet et commence à faire des plans. Il envisage de faire passer ses marchandises illégales dans le camion des matériaux de construction appartenant au Kodjabé. Serda, sa fille, entre alors dans la pièce et, pleine d'inquiétude, lui demande pourquoi il continue à s'associer à ces affaires louches. Tekin répond froidement que s'il s'en retire maintenant, les Kodjabé leur couperont les mains et les pieds. Serda, les sourcils froncés, le met en garde. Si Djinar découvre aussi leur trafic, ils seront tous perdus. Au studio, Barış débarque, tout excité. Il annonce à Zeki et Denise qu'ils ont obtenu un nouveau contrat avec Djinar. L'ambiance s'illumine instantanément, et même Denise, malgré ses préoccupations, affiche un sourire sincère. C'est une opportunité qu'elle ne compte pas rater. Pendant ce temps, à la maison de mode, Leila s'émerveille devant une robe magnifiquement dessinée. Alors qu'en réalité, il s'agit d'une création d'Oiku, qu'elle a volée et présentée comme la sienne. De son côté, Oiku, assise seule dans un petit café, boit lentement un thé, l'air mélancolique. Ses pensées sont lourdes. Elle ne digère toujours pas l'attitude de Mert, qu'elle considère comme lâche et incapable de prendre position. Soudain, Mert surgit, souriant, avec une surprise en tête. Mais Oiku, blessée, le repousse, affirmant qu'elle n'est pas d'humeur. Mert insiste, lui demandant un dernier effort de patience. Elle finit par céder.
Pendant ce temps, à la maison, Essine reçoit ses photos tirées du shooting. Elle est ravie et partage son enthousiasme avec Arsu, qui tombe sous le charme de l'une des images. Essine lui apprend fièrement que cette photo a été prise par Denise, ce qui fait briller les yeux d'Arsu d'une étrange lueur. Chez les Kodjabé, Yalcine confronte son père sur la présence de Sadiq la veille. Kodjabé élude, prétendant que ce n'était qu'une visite de courtoisie. Mais son regard soupçonneux ne ment pas. Il cache quelque chose. Peu après, Djinar arrive avec de bonnes nouvelles professionnelles et son père le félicite. Le téléphone de Djinar sonne. C'est Baruch qui l'informe que Denise prendra en charge le nouveau projet pour qu'il puisse souffler un peu. Au même moment, Mert appelle Oiku et lui dit qu'il l'attend en bas de chez elle. Elle hésite, méfiante, puis accepte à contre-cœur. Lorsqu'elle descend, il la fait monter dans la voiture sans lui révéler leur destination. Il veut lui faire une surprise. Ils arrivent dans un restaurant chic, et là, Mert la présente à ses amis comme sa petite amie. Oiku est bouleversée. Ce n'est pas la reconnaissance publique qu'elle attendait. Elle aurait préféré son soutien quand elle se faisait humilier, pas une mise en scène romantique. Elle lui reproche son manque de courage, mais Mert, plein d'espoir, lui promet que tout va changer. De retour à la maison, Aysel confronte son mari. Elle lui reproche vertement de lui avoir menti sur ses rapports avec Turgu, chef qui nie maladroitement. Mais Aysel est catégorique. Elle l'a vu de ses propres yeux. Elle le menace, affirmant qu'elle ne le pardonnera jamais s'il met leur famille en danger. Dans la pièce d'à côté, Denise porte des écouteurs et n'entend pas le début de la dispute. Mais lorsqu'elle les enlève, elle capte la fin de la conversation et entend le nom Turgut. Intriguée, elle sort de sa chambre et interroge ses parents. Ils minimisent l'incident, prétendant qu'il s'agit de problèmes d'argent. Mais Denise n'est pas dupe. Peu après, elle se rend chez Selma et lui avoue ses soupçons. Elle pense que Turgu manipule son père. Alors qu'elle parle, Denise aperçoit Turgu dans la rue. Elle l'aborde, les yeux pleins de défis. Elle lui demande ce qu'il veut à son père. Turgu, souriant, feint l'innocence et répond qu'ils sont simplement amis. Denise, le regard dur, le prévient, jeté à l'œil. Pendant ce temps, Tekin et Nouran, assis autour d'un thé, discutent avec froideur. Ils savent que leur double jeu avec les Kodjabé ne pourra pas durer éternellement. Pour assurer leur position, ils envisagent de marier leur fils Özgur à Essine, la nièce d'Arsu. Une stratégie cynique pour mieux contrôler Arsu de l'intérieur. Chez les Kodjabé, justement, Arsu prend le café avec son mari. Layla les rejoint et tous trois évoquent les aumônes et offrandes prévues à la mémoire de Mustapha. Layla, pensive, se demande si Arsu agit vraiment par amour pour Mustapha ou si ses gestes cachent autre chose. Au studio, Denise arrive en courant, essoufflée. Elle est en retard pour le bus, mais Baruch la rassure. Elle voyagera avec Djinar. Tous deux quittent alors le studio, partageant un regard complice. Le trajet à venir promet bien des émotions. L'épisode s'ouvre dans une ambiance bucolique, près d'un lac paisible où Denise et Djinar sont venus pour leur prestation de photographie. La lumière dorée du matin caresse l'eau, tandis qu'ils marchent lentement sur un sentier bordé d'arbres. Leur rire discret et leur complicité naissante flottent dans l'air, apportant une note de douceur à ce moment suspendu. Ils s'arrêtent un instant pour se désaltérer, assis sur un banc en bois à l'ombre d'un saule pleureur. La fraîcheur de la boisson semble relancer leur énergie. Puis, comme deux enfants curieux, ils flânent autour des étals d'un petit marché artisanal. Denise essaie une plume d'oiseau turquoise qu'elle coince derrière son oreille. Et Djinar, séduit, ne peut s'empêcher de la prendre en photo, immortalisant ce moment d'innocence. Ensuite, ils s'attablent dans un restaurant de bord de lac. En dégustant un plat local, ils échangent sur les clichés qu'ils ont pris, les idées créatives qui les traversent et les souvenirs qu'ils veulent créer. Djinar sort alors une enveloppe blanche, la tend à Denise, qui l'ouvre curieusement. À l'intérieur, un collier en perles fines et pierres bleutées. Elle pousse un cri de joie étouffé car elle avait justement eu un coup de cœur pour ce bijou plus tôt dans la journée. En retour, elle lui offre une paire de lunettes qu'il essaie aussitôt et qu'il trouve à son goût. Un silence s'installe, ponctué d'un sourire timide. Djinar la regarde intensément et lui dit « Tu ne trouves pas ça étrange qu'on pense à la même chose au même moment ?» Denise acquiesce doucement et il murmure « C'est magique ». Mais la magie est soudain interrompue. Djinar appelle l'addition et alors que le serveur la leur apporte, Denise aperçoit Ella au loin, installée dans le même restaurant avec Yalcine. Paniquée, elle se penche vers Djinar et lui dit à voix basse « Il faut partir ». Ils quittent rapidement le restaurant pour éviter toute rencontre malencontreuse. Pendant ce temps, Ella confie à Yalcine qu'Arsu l'a appelée la veille pour lui demander conseil sur un cadeau à offrir à son mari à l'occasion de leur anniversaire de mariage.
Yalcin, visiblement agacée, lui lance « Le plus beau cadeau, c'est toi. Ne parle pas de ça. » Mais Ella, blessée, lui répond sèchement que le plus beau cadeau qu'il pourrait lui faire, c'est de divorcer. Dans un café animé, Esin déjeune joyeusement avec Özgür. Soudain, son téléphone sonne. C'est sa mère, Nuran, qui lui demande l'adresse du studio de Barış. Esin promet de la lui envoyer par message. Un vendeur de ballons passe près de leur table et, dans un élan spontané, Esin lui achète un ballon rouge. Non loin de là, Kocabé, en deuil perpétuel, s'assied seul près d'une petite maison en bois délabré. C'est la cabane où est mort son fils Mahmut, il y a bien longtemps. Il pleure en silence, son visage creusé par le chagrin. Suzanne, qui travaille dans la maison familiale, confie à sa collègue que Kocabé n'a jamais remis les pieds ici depuis ce drame. Pendant ce temps, Çınar et Denise rentrent au studio, où Barış les accueille chaleureusement. Ils partagent avec lui quelques clichés pris pendant le voyage, et l'ambiance est pleine d'enthousiasme. Mais chez les Kocabé, la tragédie s'apprête à frapper. Prenant son courage à deux mains, Kocabé pousse la porte de la cabane maudite, tentant de confronter enfin son chagrin. Mais à peine quelques pas franchis, il s'effondre au sol, victime d'un malaise. Suzanne pousse un cri d'horreur et appelle immédiatement une ambulance, ainsi qu'Arsu, qu'elle informe en hâte. À l'hôpital, Arsu arrive paniqué. Kocabé est allongé, faible, mais conscient. Il la remercie d'être là. Le médecin leur annonce qu'il doit rester sous surveillance pendant 48 heures, le cœur étant fragile. À l'extérieur, Mert et Çınar arrivent en courant. Mert, très affecté, interroge le médecin, mais Çınar essaie de le rassurer. Peu après, Esin rejoint la famille, les yeux remplis de larmes. Le médecin les autorise à entrer un moment. Dans la chambre, Kocabé, alité mais lucide, leur dit avec un léger sourire « Je vais bien, et je vous le dis, je ne quitterai pas ce monde avant de vous avoir mariés tous les deux. » Le silence s'installe, chargé d'émotion. Puis il demande « Où est Yalcin ?» Arsu lui répond qu'elle l'a appelé et qu'il est en route. Pendant ce temps, Tekin appelle son fils Özgür, qui lui annonce la nouvelle de l'hospitalisation de Kocabé. Tekin, feignant l'empathie, décide avec Nuran qu'ils iront lui rendre visite quand il sera rentré chez lui, histoire de ne pas se faire remarquer. Le couple va ensuite dîner avec Serda, qui garde le silence, inquiète. Yalcin, enfin, arrive à l'hôpital. Mais au lieu de se montrer concerné, il tente de détourner la conversation. Kocabé, furieux, lui reproche de n'être jamais là quand on a besoin de lui. Yalcin se défend en prétextant le travail, mais Arsu, blessé, lui demande pourquoi il semble toujours se dérober. Il réplique « Moi, au moins, je ne me prélasse pas comme toi ». Kocabé frappe alors du poing sur le lit. « Parle-lui correctement, c'est ta femme ?» Arsu intervient calmement. « Ne vous énervez pas, ça ne ferait que blesser votre cœur. » Le soir venu, Denise, de retour à la maison, montre à sa mère une photo encadrée de sa tante disparue. Elle propose qu'on l'accroche dans le salon, mais Aysel refuse, expliquant que cette vue ravive trop sa douleur. Oyku propose alors de la placer dans sa propre chambre, ce que Aysel accepte avec un faible sourire. De son côté, Şevki retrouve Turgut, l'air accablé. Il lui demande « Comment veux-tu que je rembourse cette dette? Même si je vends tout ce que j'ai, ça ne couvrira même pas la moitié. » Turgut, implacable, lui parle des créanciers comme de requins sanguinaires. Il lui suggère un prêt à la banque, mais Şevki répond qu'il est déjà à découvert, sa carte bancaire plafonnée. Dans un flashback saisissant, Şevki se remémore le jour du match, lorsque la police a débarqué et que Turgut lui avait crié de fuir. Ce n'était qu'un piège, un stratagème cruel pour l'éloigner et faire main basse sur son argent. Turgut, désinvolte, tente de le rassurer. Ne réfléchis pas trop. Mais Şevki secoue la tête, abattu. « Je suis fini. » À l'hôpital, l'ambiance est encore lourde et pleine de tension. Arsu et Yalcin sont restés pour veiller sur Femir, alité mais en voie de rétablissement. La chambre est silencieuse, entrecoupée seulement par le bourdonnement des machines médicales et les soupirs d'inquiétude. Soudain, la porte s'ouvre doucement. C'est Ella, visiblement émue, qui entre après avoir appris la nouvelle par Layla. Elle jette un regard inquiet à Femir, puis se fige en voyant Yalcin. Ce dernier, pris entre les deux femmes de sa vie, se sent immédiatement mal à l'aise. Il évite leur regard, tente de rester impassible, mais son trouble est visible. Arsu, stoïque, ne laisse rien paraître. Elle se contente d'un léger hochement de tête en guise de salut. 2 jours passent. Le calme est revenu dans la maison de Şevki, mais lui ne va pas bien. Assis à table pour le déjeuner, il pousse machinalement sa nourriture dans son assiette, le regard perdu dans le vide. Denise et Oyku, inquiètes, lui proposent une sortie en famille. Elle suggère d'aller tous ensemble au parc pour s'aérer l'esprit et profiter du beau temps. Şevki, d'abord réticent, accepte à contre-cœur, plus par tendresse que par envie. Pendant ce temps, chez les Kocabé, l'ambiance est au recueillement.
Tous les membres de la famille sont vêtus de noir pour honorer la mémoire de Mustapha, décédé depuis des années mais toujours profondément présent dans leur cœur. Dans le salon, Leila prend Mert à part et, les larmes aux yeux, lui dit « Tu es le reflet de ton père, honore-le, sois un homme droit, fort, honnête, comme lui. » Mert, ému, lui promet de faire tout ce qui est en son pouvoir pour porter dignement son héritage. Dans son bureau, Yalcin rejoint Femir, qui s'est remis sur pied, mais dont le regard trahit une fatigue émotionnelle. Yalcin brise le silence. « Ça fait 20 ans que je ne suis pas allé sur la tombe de Mustapha. » Femir, surpris, répond d'un ton sec. « Hé, en quoi cela me regarde ?» Yalcin, le regard lourd de reproches, poursuit. « Tu m'as toujours demandé de soutenir Mustapha, de porter Djinar à bout de bras. Mais moi, tu ne m'as jamais considéré comme ton fils. » Femir tape violemment du poing sur la table. « Tais-toi !» Mais Yalcin, cette fois, ne se tait pas. Il enchaîne. « J'ai gardé le silence pendant des années. Tu m'as ignoré. J'étais là et tu m'as traité comme un étranger. » Arsu entre à ce moment-là, alerté par le ton monté. Yalcin, les yeux brillants, regarde son père une dernière fois et murmure « Ce qui m'a manqué, c'est ton amour. » Puis il quitte la pièce brusquement. Arsu le rattrape dans le couloir. « Pourquoi te disputes-tu avec ton père ?» Yalcin, bouillant de colère, lui répond sèchement « Laisse-moi, je suis un volcan prêt à exploser !» À l'autre bout de la ville, Serda discute affaires avec son père, Tekin. Assis à leur table, elle l'observe attentivement. « Papa, tu es sûr que tout va bien ?» Il hoche la tête. « Ne t'inquiète pas. Concentrons-nous sur notre entreprise. C'est tout ce qui compte. » De leur côté, Shefki, Aysel, Denise, Oiku et quelques proches passent l'après-midi au parc. Les enfants rient, courent derrière des ballons colorés. Mais Shefki, lui, reste silencieux, ses pensées loin de la joie ambiante. Aysel s'approche, s'assied à ses côtés sur le banc. « Qu'est-ce qui ne va pas ?»« Tu sembles inquiet. » Il force un sourire. « Je protège ma famille. C'est tout. » Un silence. Puis Denise annonce qu'elle doit se rendre au studio pour avancer sur un projet avec Djinar. Elle les embrasse et les laisse profiter du reste de la journée. Le même jour, Tekin, Nouran et Serda se rendent chez les Kodjabé, où Femir est de retour après sa sortie de l'hôpital. Ils sont reçus poliment. Nouran, toujours curieuse, demande à Arsu où est Yalcin. Arsu, un peu gêné, répond simplement « Il est au travail ». Mais la vérité est tout autre. À ce moment précis, Yalcin est en compagnie d'Ella. Assis dans un salon feutré, il se livre à elle comme rarement auparavant. « Mon père, il m'a toujours écrasé. Il continue à le faire, même devant mon demi-frère. » Ella, surprise, l'interroge. « Attends, Djinar est ton demi-frère ?» Yalcin se crispe. « Ne me parle pas de lui. J'en ai marre d'entendre son nom. » Ella tente de le calmer et lui dit d'un ton stratégique. « Alors prouve à ton père que tu es capable. Présente-lui un projet brillant, quelque chose qu'il ne pourra pas ignorer. Montre-lui que tu peux diriger l'entreprise. » Au studio photo, Denise retrouve Djinar. Ensemble, ils travaillent sur une série de portraits. Djinar lui montre comment utiliser la lumière, comment capter une émotion. Denise, attentive, est impressionnée. Les regards qu'ils échangent sont plus éloquents que 1000 mots. L'alchimie est palpable. Mais leur moment est interrompu par Serda, qui entre pour discuter avec Baruch. Denise détourne le regard un peu déçue. À la maison, Leila est seule dans sa chambre. Devant elle, les 2 alliances qu'elle avait échangées autrefois avec Mustapha. Ses yeux sont pleins de nostalgie. Mert entre doucement. Elle lui tend les bagues. « Tu ressembles tellement à ton père, même si tu ne l'as jamais connu. Il m'a laissé le plus beau cadeau, toi. » Elle le serre dans ses bras et lui dit « Prends ces bagues. Vis un mariage aussi beau que le nôtre. Aime comme ton père aimait.